Y a pas grand chose que j'ai détesté autant que l'école, je crois. À part peut-être notre président de la République. Bon alors qu'on s'entende pour le reste de la vidéo, quand je dis école, j'entends le cursus obligatoire, donc primaire, collège, lycée. Moi, quand j'y étais, je voyais un peu ça comme une prison pour enfants, tu vois, un truc bien carcéral et tout, mais j'étais jeune, hein, voilà, et aujourd'hui, bon, on est des années plus tard, y a un peu de recul de la vie active, la sociabilité, bon, la rue aussi, hein, donc forcément, j'ai une vision qui a un peu évolué, et aujourd'hui, donc avec ce recul-là, je vois plutôt ça comme une bonne grosse usine à couillons. Oui, les mots sont durs, mais j'ai de quoi argumenter. Je tiens l'école responsable de tout un tas de problèmes dans notre société actuelle. Hein, la méfiance, le chacun pour soi, la peur de l'échec, ou même de la prise de risque. Alors bien sûr, c'est pas la seule responsable, mais je pense qu'elle a un rôle significatif là-dedans. En vrai, ça t'est jamais arrivé, toi, de te retrouver confronté face à une situation et de te dire « C'est quand même con, hein, que l'école nous ait pas appris à faire ça dès le début. » La paperasse, les responsabilités, l'indépendance, ou la pensée critique, pourquoi pas? Oui, non, parce que, je veux dire, c'est clair que c'est pas des trucs essentiels, hein, dans la vie de tous les jours, donc c'est con, hein, c'est con que l'école nous l'apprenne pas. Et puis c'est pas comme si on n'avait pas le temps, hein, non plus, parce que je veux dire, du CP à la terminale, il y a quand même plus de 864 heures de cours obligatoires, ce qui fait que, en tout, si on fait le calcul, hein, on y passe environ 10 368 heures. Bah du coup, quand même, avant de se demander qu'est-ce que l'école a pu oublier de nous apprendre pendant tout ce temps-là, on peut peut-être se demander qu'est-ce qu'elle nous a appris du coup. Qu'est-ce qui reste? Mais avant de commencer, je tiens à faire une petite précision quand même. Si, je pense que c'est nécessaire. Je n'ai pas l'intention d'être impartial dans cette vidéo. Voilà, non, parce que l'école m'a quand même bien écrasé la face comme une presse hydraulique pendant des années. Je fais partie de ceux qui n'ont pas réussi à se plier en 14 pour rentrer dans le moule demandé. Et d'ailleurs, je me suis barré du lycée après le bac en piquant le drapeau français de la façade de l'établissement. Cette dernière partie était une blague, évidemment. Évidemment. Donc évidemment, mon avis va être sacrément biaisé hein, pendant cette vidéo, mais rassure-toi, puisque c'est un peu le concept de cette émission, tu es en train de regarder le Volt, donc première partie d'un concept en 2 vidéos, dans laquelle je commence par te balancer mon avis, et le but en fait, c'est que tu viennes traîner dans ma section commentaires par la suite pour débattre, approfondir, voire niquer sa mère à mon opinion, puisque je prendrai ensuite ces commentaires pour écrire la deuxième partie, le face-à-face, Volte-face. 2 parties, je trouvais ça stylé. Je me dis que tous ensemble, peut-être qu'on peut rendre ça plus instructif, plus intéressant, peut-être que voilà, peut-être que ça peut ouvrir, peut-être. Bref, bienvenue chez Mec, et aujourd'hui j'ai envie de prendre ma revanche sur le système scolaire, alors c'est parti. Allez, on attaque. Mais peut-être pas directement l'école, hein, parce que c'est vrai que quand j'y pense, on est beaucoup à ne pas avoir connu autre chose que l'école, donc c'est un peu difficile de s'imaginer comment ça peut fonctionner ailleurs, comment ça pourrait fonctionner différemment. Donc, avant d'entamer tout ça, petite anecdote. Un jour, j'ai voulu aller m'engager dans l'armée, et... quoi ? Bon, c'est vrai, je suis pas allé jusqu'au bout, pour diverses raisons, clairement c'était pas mon truc, mais j'ai quand même fait ce qu'on appelle une préparation militaire. Alors qu'est-ce que c'est? En gros, quand tu veux t'engager, ils peuvent te proposer 1 à 2 semaines en régiment, où tu vas avoir l'emploi du temps allégé d'une jeune recrue, voilà, ça permet donc de vérifier si c'est vraiment ce que tu veux faire, et surtout je pense que ça permet d'éviter d'avoir l'air con si tu t'engages pendant 2 à 5 ans, parce que si finalement ça te va pas, rentrer chez toi, c'est pas vraiment une option, hein. Et alors, au cours de cette semaine-là, on nous a présenté ce que vous connaissez peut-être déjà, hein, sous le nom du parcours du combattant. Bon, moi les amis, j'étais hyper hypé. Il faut savoir qu'à l'époque, je faisais du parcours, hein, donc clairement dans ma tête c'était Assassin's Creed le truc. Mais bon, tu sais que c'est pas le cas pour tout le monde, hein, t'as déjà vécu un cours de sport, il y en a qui flippent, il y en a qui ont pas envie. D'ailleurs, avant ce moment précis, j'en faisais partie. Bref, on commence, il nous explique les ateliers, les exercices, on passe un par un, et puis on arrive à la planche irlandaise. Alors, pour ceux qui connaissent pas, la planche irlandaise, ça ressemble à ça. La table irlandaise, appelée aussi planche irlandaise. La hauteur de cet obstacle est de 2 mètres, donc il faut passer par-dessus sans céder des montants verticaux. On passe un par un, et puis arrive le tour d'une des filles du groupe qui, on va se le dire, hein, n'était clairement pas la plus sportive d'entre nous. Donc elle va vers la planche irlandaise, elle s'approche, elle saute. Et puis là vient le moment de passer par-dessus quoi, mais elle a pas la force en fait, physiquement. Donc du coup elle se retrouve comme ça, suspendue, un peu comme un linge dans le vent. Je suis pas convaincu qu'un linge dans le vent ça ressemble vraiment à ce que je viens d'imiter, mais c'est pour l'exemple. Bref, elle retombe dans le rang, tout le monde explose de rire, hein, toute rouge, la honte, voilà, on a tous déjà vu ou vécu ça en cours de sport à l'école, hein, c'est un comportement qui est triste, mais relativement naturel finalement, c'est un peu, ça sort tout seul. Voilà, sauf qu'on n'était pas à l'école. On était à l'armée. Et il se trouve qu'à l'armée,
Les choses ne se passent pas comme ça, en fait. Oui, non, je vous ai complètement mytho, voilà ce qui s'est vraiment passé ce jour-là. Elle saute, elle attrape la planche, et puis donc là, bah, c'est le moment de passer l'obstacle par-dessus, voilà, et puis bah, elle se retrouve suspendue dans le vide. Parce que bah, elle a pas la force, en fait, de le passer. Et donc nous, depuis le rang, on voit le moment où, convaincue elle-même qu'elle va pas y arriver, elle s'apprête à lâcher et abandonner le truc. Et d'un coup, sans prévenir, hein, les 24 personnes de la section se mettent à l'encourager. Vas-y, tu l'as, lâche pas, tu vas y arriver et tout. Bon, alors moi je suis comme vous, je suis là, je suis à côté, je suis en mode bon, les frères, c'est très gentil, hein, mais je veux dire à un moment ces bras là c'est des spaghettis. Physiquement il y a une barrière, elle a pas la force et elle passe l'obstacle. Elle retombe de l'autre côté, surprise et fière d'elle-même. Tout le monde m'entoure et tout en mode bravo, t'as géré et tout. T'as l'officier à côté qui a l'air trop fier de notre réaction. Et puis il y a moi, je suis là, je suis à côté, je suis en mode mais attends, il y avait un... Quoi ? Non, mais attends frérot, si depuis le début, la solidarité, ça peut permettre à un individu de déchaîner ses forces à ce point-là, et je veux dire au point quand même de dépasser des barrières physiques, est-ce que quelqu'un aurait la décence de m'expliquer pourquoi putain de bordel de merde, est-ce que c'était à ce point l'inverse pendant toute ma scolarité ? Pourquoi est-ce qu'on nous a jamais appris ça, si ça marche ? Bon, et puis la semaine a continué, et il s'avère que, en fait, hein, là-bas, niquer les lois de la physique, ça fait partie du délire, hein, tu vois, moi je savais pas que j'étais capable de courir 15 km sans faire de pause, tu vois, genre... Je savais pas non plus qu'en fait, hein, quand tout un groupe doit passer le même obstacle, c'est normal de créer une chaîne d'entraide pour permettre à tout le monde d'y arriver, hein, tu vois, et je m'attendais pas, par exemple, en réussissant à être premier, tu vois, à ce qu'on m'engueule et à ce qu'on me remette derrière en mode bah non, tu vas aider ceux qui sont tout derrière et qui sont en train de trébucher dans la boue. Moi, je suis en mode mais attends, j'étais tout devant, pourquoi tu me... Enfin, c'est pas comme ça la compétition, où il est la solidarité. Oui, c'est sûr que c'est un phénomène qui peut sembler un peu étrange en fait, un peu à contre-courant de tout ce qu'on nous a enseigné quand on était petit. Et ça marche. Oui, c'est ça le point final de l'anecdote, c'est que ça fonctionne. Puis là, on parle pas d'un groupe qui se connaît depuis des années, avec des liens soudés comme des Legos et tout, non. Là, on parle de 24 individus qui ne se connaissent pas, qui en une semaine à peine apprennent l'effort de groupe. Donc il s'avère qu'en fait, depuis le début, on sait pertinemment comment enseigner à un groupe de gens à être solidaires, à s'entraider, voilà, tout ça. Et c'est d'ailleurs précisément pour ça qu'on fait pas du tout cet enseignement-là à l'école. Alors à ce stade, vous pouvez peut-être me comprendre quand je vous dis que je commence à me demander si l'école ne fait pas exprès, en fait, hein. Non, parce que je veux dire, à un moment, même dans l'incompétence, il y a des limites. Bon, et bah revenons à l'école du coup, et puis demandons-nous pourquoi est-ce qu'elle ne nous enseigne pas des trucs aussi évidents que la solidarité, hein. Je veux dire, c'est pas comme si c'était dans la devise nationale, hein, fraternité, solidarité, enfin tu vois, genre ça va un petit peu ensemble. Après, avant de lui jeter des pierres, hein, je veux dire, revoyons les faits. On va peut-être lui trouver des circonstances atténuantes, peut-être qu'elle est fatiguée, je sais pas. 1. L'école est obligatoire pour tout le monde y passe. 2. On connaît visiblement des méthodes très efficaces pour enseigner le travail de groupe, l'entraide, l'empathie et tout à un groupe. 3. À l'école, c'est chacun pour soi, hein, faut pas tricher sur le voisin, donc l'entraide. Hein, et puis si jamais tu échoues, c'est ton problème, hein, pas celui des autres, voilà. Voilà, donc 4, du coup la conclusion qui s'impose, il y a un truc pas net dans cette histoire. Attends, donc t'es en train de me dire que on sait le faire, on sait l'enseigner, mais dans l'établissement qui est consacré à l'apprentissage et à l'enseignement des enfants, on ne le fait pas. Voilà. Quelqu'un peut me rappeler pourquoi c'est obligatoire cette merde déjà? J'ai regardé pour vous, hein, et il s'avère que oui, il y avait effectivement un but derrière cette obligation. Oui, non, c'était pas juste pour rigoler. Voilà, donc il s'avère que c'est pas l'école qui est obligatoire, mais l'instruction, depuis 1882, merci Jules Ferry. Le but est simple, et je cite, hein, c'est pour apprendre tout ce qu'il n'est pas permis d'ignorer, tout ce qu'il est nécessaire de savoir pour se débrouiller dans la vie. Donc évidemment les impôts, l'esprit critique, tes droits... Bon alors de base, ça part d'une bonne idée, hein, mais le truc c'est que ça a un peu évolué avec le temps, hein. Et aujourd'hui, le but affiché, en tout cas par le ministère de l'Éducation nationale, le but de l'école, ce serait le socle commun, le fameux. Donc le but c'est qu'à la sortie de l'école, nous disposions tous en tant que citoyens français des mêmes connaissances de base, hein, parce que c'est bien connu que si tout le monde a les mêmes connaissances de base, alors tout le monde a des chances égales de succès dans la vie.
Bah je sais, ça se voit pas de ouf, hein, à la première vue en tout cas dans la société d'aujourd'hui, mais c'était l'idée à la base en tout cas, hein, voilà. Je veux dire, attends, on lui a même donné un nom super stylé, on a appelé ça comment, l'égalité des chances, voilà. Merci Jean-Pierre Chevènement pour cette super idée en 1986 d'ailleurs, grand homme, très très grand homme. Non si, c'est bien, c'est bien. En tout cas ça permet d'expliquer les inégalités qui restent dans la société, hein, parce que comme ça du coup, s'il en reste, après l'école, bah je veux dire, c'est plus la faute de l'héritage, ou alors de la classe sociale. Non, du coup c'est uniquement dû au mérite de chacun. Oui. Si t'as bien travaillé, t'as mérité. Si tu bosses au McDo, t'as mal travaillé, t'as pas mérité. Oui, donc l'idée c'est s'il y a des pauvres, c'est la faute des pauvres avant tout. Et je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques. J'avoue, moi ça me donne plutôt envie de tirer du crachat dessus avec un mortier. Voilà, mais je me calme. Avant, on va quand même laisser le bénéfice du doute et se poser la question. Je veux dire, on peut toujours se demander, est-ce que ça marche? Est-ce qu'effectivement, l'école permet à tout un chacun d'avoir les mêmes chances de réussite dans la vie? Je veux dire, moi, très tôt dans ma vie, on m'a dit, la seule chance pour s'en sortir, c'est faire des études. Donc est-ce que c'était vrai? Ou est-ce qu'un jour on va me dire, bon, bah du coup, tu vois, le Père Noël, en fait... Alors creusons un peu. Hein, déjà, on peut peut-être commencer par le terme en lui-même. Je veux dire, j'ai ce vague souvenir, j'ai pas tout suivi en vrai à l'école, hein, mais j'ai quand même une vague sensation qu'on nous ait appris un jour que quand t'essayes d'associer ensemble deux mots qui ont un sens contraire, ça s'appelle un oxymore. Tu sais, c'est comme monter en bas. Tu peux y croire, mais tu vas pas aller très loin. Voilà. Donc bah du coup, égalité des chances, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer, m'éclairer, hein? Parce que j'ai vaguement la sensation qu'on est en train d'essayer de m'enculer. Non, parce que dans mon souvenir, égalité, ça implique une répartition égale d'un sujet. Hein, et puis la chance, bah c'est par définition le hasard. Du coup, explique-moi, mon petit Jean-Pierre Chevènement, comment tu fais pour répartir également entre les gens quelque chose d'aussi aléatoire que la chance? Bon, on serait tenté de se dire que c'est pas possible, mais on a dû se tromper quelque part, parce que, enfin, je veux dire, il nous aurait quand même pas servi cette histoire-là depuis, quoi, déjà 1986? Oui, c'est ça. Si c'était pas vrai. Hein? Non, mais je pense que c'est juste qu'on n'a pas dû comprendre, on n'a pas tous les éléments de langage pour saisir le concept. Donc jusqu'ici, à défaut d'être bien répartis, hein, les chances, elles sont surtout reparties. Je sais pas où, mais en tout cas on les voit plus. Mais bon, tout n'est pas à jeter non plus, hein, je veux dire, l'égalité par exemple, c'est un très beau concept, hein, tu mets un voleur et un tueur dans la même pièce, tu leur octroies à tous les deux 30 ans de prison parce qu'ils ont commis un méfait, ça me semble être de la merde. Attends, je suis en train de dire de la merde, là, il y a un problème dans mon texte. Non, parce que moi perso, je pense plutôt que c'est plus intéressant par exemple de considérer les circonstances, tu vois, genre le voleur, tu mets 4 ans de prison, déjà c'est beaucoup quand même, 4 ans de prison pour un vol, ça dépend du vol, tu vois. Et puis peut-être le tueur, 30 ans, là pour le coup c'est peut-être plus adapté. Hein, non, alors c'est quoi le... Ah non, mais si, voilà, je sais où est-ce que je me suis trompé, non, c'est parce que la justice ne cherche pas l'égalité, hein, la justice fonctionne avec l'équité plutôt, ouais, ce qui est équitable. Oui, hein, parce qu'il s'avère que bien souvent, l'égalité, ça correspond aussi à l'injustice, hein, voilà, l'égalité n'est rarement juste. C'est pour ça qu'en justice on cherche plutôt l'équité. Mais à l'école, surtout pas! Parce que même si personne, en vérité, ne part dans la vie avec les mêmes chances de réussite, avec les mêmes centres d'intérêt ou compétences innées, on s'acharne quand même à leur donner à tous le même programme commun. Non, mais on marche sur la tête, les frérots, je veux dire, ça n'a aucun sens. On met des enfants là-dedans. Putain, pourtant, l'injustice du truc, elle est quand même pas masquée. Je veux dire, il faut pas être un sorcier pour s'en rendre compte. Tu prends un cours de français, tu mets 2 enfants dedans. Il y en a un, ses parents, ils sont littéraires. Ils lui ont enseigné la langue depuis qu'il a 3 ans. De l'autre côté, t'en as un, ses parents, ils parlent pas un mot de français. Et les 2 enfants ont-ils la même chance d'obtenir la même note à la même évaluation? Non, c'est putain d'injuste. Par contre, c'est très égal. Le niveau baisse, mais c'est ça qui baisse le niveau. Bon, ok, j'avoue, je suis quand même un peu de mauvaise foi, c'est vrai. L'école n'a jamais prétendu vouloir être équitable ou juste. L'école, elle a dit, je veux faire de l'égalité. Et ça se comprend, d'ailleurs, hein, puisque quand y es, t'es pas libre, et puis elle t'enseigne pas non plus la fraternité. Donc on garde au moins un des 3 mots du slogan national, comme ça c'est difficile de l'accuser, en tout cas entièrement, de publicité mensongère. Ah bah non plus en fait. Bah non, parce que quand on se renseigne un peu, on se rend compte que bah déjà comme on vient de le dire, égalité des chances, ça veut rien dire, non, ça veut rien dire, hein, et puis même dans son fonctionnement interne, l'école ne fait pas dans l'égalité non plus, puisque finalement elle fait appliquer son programme inéquitable par des professeurs qui, en fonction de la couleur de peau, de l'origine, de la morphologie des élèves, ne vont pas les traiter également. Non mais prof, en fait, c'est comme ministre, hein, je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir un casier judiciaire vierge, hein, on vérifie pas non plus, d'ailleurs, la moralité de la personne embauchée avant l'accès au poste, hein, c'est pour ça que les profs peuvent totalement humilier, intimider, voire menacer des élèves en classe, hein, tant qu'il n'y a pas de plainte des parents, de toute façon, c'est free party, ils font ce qu'ils veulent. Putain, j'ai un pote, sa maîtresse le menaçait de lui faire bouffer ses chaussettes dès la maternelle.
Et encore, c'est une anecdote relativement douce, hein, moi personnellement j'en ai des pires. Mais surtout, pas d'inquiétude, vos enfants sont entre de bonnes mains. Et ce ne sont pas les droïdes que vous cherchez. Oui, non mais là ça commence à sentir sacrément mauvais les amis. Hein, mais attends, cramez pas tout de suite, c'est bon, on est quand même encore dans un système qui valorise l'effort et le travail. Hein, donc le sacro-saint mérite tient toujours debout, en équilibre et sur une jambe. Hein. D'ailleurs on devrait peut-être arrêter de lui tirer dessus parce qu'il va finir par se péter la gueule. Bon allez, reprenons tous les exemples que je viens de citer et puis transposons ça dans une course de haut niveau, pour l'exemple. Voilà. On va y mettre des athlètes, des professionnels de la course, hein, voilà. On va y mettre une poignée de novices, des gens qui ont fait genre peut-être une ou deux courses dans toute leur vie, au pif quoi. Et puis on va y mettre, oh allez, un ingénieur en aéronautique, tiens, pourquoi pas, après tout, voilà. Le coup d'envoi est donné, ils partent tous en même temps et puis on observe qui gagne. Alors maintenant, est-ce qu'on peut dire que les athlètes professionnels qui ont remporté la course méritent leur place ? Alors qu'ils ont joué contre des participants qui avaient des niveaux bien inférieurs aux leurs. Certains diraient probablement que c'est complètement déloyal, et j'en fais partie, hein, et puis on pourrait appeler ça aussi du smurfing, et puis le smurfing devrait être puni par la loi, et on devrait les emprisonner pendant 30 ans aussi. Est-ce qu'on peut dire alors que les débutants qui ne sont pas parvenus à doubler les professionnels méritaient d'avoir perdu, hein, alors qu'ils jouaient contre des règles qui les désavantageaient d'office? Non, toujours pas ? Ça va, t'as l'air de suivre. Est-ce qu'on peut dire alors que l'ingénieur en aéronautique, qui lui a bossé des années dans sa discipline pour obtenir son diplôme, mais a fait un coma dans les 3 premiers mètres de la course, mérite également d'avoir perdu parce que c'est un cancre? Voilà, j'espère qu'on est d'accord, ça n'a aucun sens. Hein. C'est pour ça que l'école fonctionne exactement comme cette course. Donc, le système scolaire donne lieu à une hiérarchie sociale basée sur le mérite. Sauf que, sur le terrain, la compétition utilise des règles qui désavantagent d'office certains participants, rendant donc illégitime toute notion de mérite, justement, hein, à la sortie du programme. Donc, si on résume, l'école, donc le système scolaire en général, nous prend 10 368 heures de notre vie obligatoirement, hein, durant lesquelles elle ne nous apprend ni l'égalité, ni la liberté, ni la fraternité, ni, soyons honnêtes, la solidarité, durant lesquelles elle nous apprend encore moins les choses essentielles de la vie, durant lesquelles elle ne garantit pas les chances de succès plus tard, durant lesquelles elle ne permet pas non plus d'établir le mérite des participants. Donc du coup, qu'est-ce qui reste? Pas grand chose. Du coup, est-ce que quelqu'un peut me rappeler pourquoi est-ce qu'on leur donne des enfants, hein? Alors pourquoi? C'est pas bien compliqué en fait, c'est tellement simple d'ailleurs que l'école ne s'en cache pas, et nous le répète depuis qu'on est tout petit, hein. Vous êtes là pour quoi les enfants? Vous êtes là pour apprendre à travailler. On y était pour devenir des travailleurs. Et c'est normal en vrai, hein. Je veux dire, une société qui vieillit a besoin de renouveler son stock de travailleurs régulièrement pour continuer à faire tourner le commerce, l'industrie. Seulement, une fois qu'on comprend ça, il y a beaucoup de choses qui prennent beaucoup plus de sens, hein. Beaucoup d'éléments qui pourraient sembler à première vue être des dysfonctionnements du système scolaire, en tout cas par rapport au discours donné sur pourquoi il est encore important aujourd'hui, ça devient beaucoup plus logique. Pourquoi est-ce qu'on irait par exemple perdre du temps à créer un programme adaptable à tous les enfants, leur enseigner la solidarité, l'empathie, le dépassement des limites, hein, alors qu'on peut aussi bien créer un programme unique et en faire une compétition pour voir qui arrive jusqu'au bout? Oui, c'est le but en fait qui est des échecs. Ceux qui ratent, on les redirige vers des cursus manuels, et en cas de décrochage scolaire complet, on rend la formation obligatoire pour s'assurer qu'ils iront quand même travailler quelque part. On veut garder dans les études ceux qui réussissent. Dans la société, le véritable rôle de l'école, c'est de faire le tri entre les élèves. On leur met devant eux les valeurs du travail, de la hiérarchie, du mérite, de l'effort, et puis on voit qui réussit à rentrer dans le moule. Par exemple, tu n'avances pas à l'école en trouvant ta propre manière de structurer une rédaction, ou de résoudre une équation. C'est beaucoup plus simple, on t'enseigne une méthode, tu dois la suivre, point. Et même si toi t'avais l'impression qu'il y avait une façon plus facile, en tout cas selon tes propres compétences, pour obtenir le même résultat, mais tu t'es pris pour qui, Jean-Louis? On t'a enseigné une méthode, on t'a enseigné un process, tu dois suivre le process, point, ça s'arrête là. Et d'ailleurs tu seras noté sur ta capacité à suivre la méthode à la lettre, bien plus que sur ta capacité d'ingéniosité ou sur son imagination pour résoudre le problème en fait. Ça va même plus loin parce que c'est pas juste que c'est pas ces compétences-là que t'es censé utiliser pour répondre aux problèmes, c'est que la note permet de punir l'emploi de ce genre de stratagème pour résoudre les problèmes des contrôles par exemple ou autres. Si tu les utilises trop, tu n'auras pas la note. Je disais au début de la vidéo que je considère l'école comme responsable de beaucoup de problèmes dans notre société. Justement, c'est parce qu'il faut pas oublier un truc, c'est que là on parle d'enfants. Donc, enfants, êtres humains en plein développement, pour lesquels chaque nouvelle situation ou expérience forgeront la personnalité, la mentalité, les opinions ou la façon de voir le monde. Donc, même en dehors du programme scolaire, simplement dans ce qu'elle te demande de faire, dans sa manière d'être, l'école t'enseigne beaucoup d'autres choses, en fait. Par exemple, ton temps ne t'appartient pas. Légalement parlant, ton temps appartient à l'école jusqu'à tes 16 ans. Conséquence de tout ça, vu que tu as été habitué très tôt dans ton enfance, quand tu commenceras à bosser plus tard dans ta vie, tu trouveras ça
tout à fait normal, voire même naturel en fait, que plus de la moitié de ton temps ne t'appartienne absolument pas pendant ta semaine. C'était à la fois triste et marrant de voir autant de monde se réveiller à l'heure du premier confinement et de réaliser pour la première fois depuis des années de ce que ça fait d'avoir son propre temps pour soi-même. Autre exemple, en le punissant aussi régulièrement, l'école t'enseigne que l'échec est impardonnable. Il faut le craindre, il faut l'éviter, vu qu'il rime souvent avec punition, et vu que, à terme, il peut aussi te définir en tant que personne dans la société. À l'école, rater, c'est mal, et ça légitimise le fait que les profs t'humilient devant toute la classe de temps en temps. Et tiens, étrangement, c'est un comportement qu'on retrouve plus tard dans la société, où on a facilement tendance à s'auto-flageller lorsqu'on échoue dans quelque chose, ou à l'inverse, cette tendance que beaucoup de gens ont à facilement blâmer, voire insulter les gens qui ratent, comme si leur échec légitimisait le fait de pouvoir les humilier. C'est des merdes après tout. Enfin, l'école t'apprend très tôt à respecter la hiérarchie. Contester une décision de l'adulte, c'est se mettre en tort. Qu'il ait raison ou non, peu importe. Le supérieur aura toujours raison et gain de cause. Résultat, beaucoup de jeunes qui arrivent dans la vie active n'ont jamais appris à confronter correctement ou efficacement une décision ou un problème face à la hiérarchie dans une entreprise, par exemple. Où il faut savoir trouver le compromis pour obtenir une résolution du problème plus que juste un énervement des deux parties, mais c'est une compétence que beaucoup de gens n'ont pas, en fait. On nous a pas appris ça, on nous a appris à baisser la tête, on nous a appris à dire oui, pardon. Voilà, donc ça c'était pour quelques exemples, et j'aimerais une nouvelle fois, comme je l'ai dit juste avant, rappeler qu'on parle d'enfants en fait. Et on a les études aujourd'hui. On sait qu'un enfant a besoin de stimuli, de renouveau, et surtout, d'amusement. À l'image du chaton qui va jouer avec ses frères et sœurs à se battre, pour apprendre à chasser. On le sait aujourd'hui, les enfants ont besoin de jouer pour apprendre, pour être heureux, pour se construire mentalement correctement. Et le problème, c'est que l'école se fait presque un devoir d'annihiler ça. Alors je sais qu'on n'a pas tous eu les mêmes écoles, donc pas tous les mêmes expériences forcément, et là je vais être obligé de tomber un petit peu dans l'exemple personnel pour justifier pourquoi je pense comme ça, mais faut savoir que moi, dès le CP, on nous répétait déjà « Vous êtes plus en maternelle, comportez-vous comme des grands ». Du coup, en CE1, on nous disait « Vous êtes plus en CP, comportez-vous comme des grands ». En 6ème, « Vous êtes plus en CM2 ». Dès le début, on nous demandait pas d'être des enfants, on n'avait pas le droit d'être des enfants. Ce qu'on nous demandait, c'était d'être des travailleurs acharnés, H24, et pour ceux qui comprenaient pas, on se faisait punir en fait. Encore un exemple personnel, mais dans mon école, on nous sucrait dès la primaire les billes, les cartes, les consoles, les BD, voire même les romans. Je lisais beaucoup de romans quand j'étais petit. On nous enlevait même ça, en mode des livres, quoi. On était là pour travailler, point barre, pour réviser s'il faut et tout, mais ça s'arrêtait là. Faire les gamins, c'était interdit. Mais on était des gamins. Je veux dire, est-ce qu'on va s'en rappeler à un moment? On était des enfants. Et on nous interdisait, littéralement, par la punition souvent, de profiter de cet âge d'or qu'on ne pourra jamais revivre finalement. Mais tu critiques, mais t'as rien à proposer, et puis comment qu'on ferait sans l'école, et puis qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bon, du coup je vais encore me répéter, mais on parle d'enfants, là, qui vont à l'école, donc même au collège, pour moi, même au lycée, c'est encore des adolescents, on est sur l'enfance, on est sur la période de l'enfance. C'est donc la période parfaite pour leur enseigner des valeurs plus saines, que ce soit l'empathie, la compréhension d'autrui, la recherche, le fait de vouloir apprendre, le fait d'aimer apprendre, le fait de jouer, parce que c'est très sain de jouer en fait. On pourrait aussi leur enseigner l'entraide, la prise d'initiative, la bienveillance, ou le fait d'apprécier l'échec, de rebondir à chaque échec pour réessayer justement. Le truc c'est qu'on sait le faire. On sait comment apprendre ces choses-là. Il y a plein de méthodes et de manières de faire qui pourraient être beaucoup plus efficaces si on veut juste enseigner aux gens des valeurs plus saines pour qu'ils soient plus heureux dans leur vie, et du fait qu'ils soient plus heureux, qu'ils puissent apporter de meilleures choses à la société, donc créer une société plus saine par un apprentissage plus simple. Ça semble logique, t'es pur un cours d'eau, il sera moins dégueulasse à l'arrivée, voilà. Et il y a plein de systèmes d'école alternatifs qui tentent des trucs. Alors, il y en a plein qui ont des défauts, qui sont pas parfaits, etc. Mais ils ont au moins tous le mérite de tenter quelque chose, et ils ont tous le point commun de ne pas être subventionnés par l'État, parce que l'État ne subventionne que sa machine à trier les élèves, sa machine à créer des travailleurs. On peut faire autrement. On peut faire mieux. Est-ce que ça mettrait en péril la société telle qu'on la conçoit aujourd'hui? Oui, très certainement, mais on parle de cette même société qui est en train de foncer droit vers un mur, avec toujours la même philosophie, toujours du profit, toujours de la consommation, en fait toujours une expansion infinie dans un monde aux ressources finies. Voilà, une logique complètement irrationnelle, qui va sans doute falloir décapiter un jour si on veut espérer que nos enfants aient un futur devant eux, quel qu'il soit. Alors forcément, voilà, si t'es encore là, j'avais prévenu, je n'ai pas été impartial, donc je t'invite, même si t'es d'accord avec moi d'ailleurs, à ne pas prendre ce que je dis pour argent comptant, c'est mon opinion avec mon vécu et mes exemples que j'ai pu vivre. Ne crois pas tout ce que je viens de dire,
Renseigne-toi par toi-même, fais tes propres recherches, justement, essaye de retrouver l'envie d'apprendre, en tout cas, je sais pas, mais moi, ça m'a fait du bien de lâcher tout ça, et surtout, justement, d'être honnête, de dire ce que j'en pensais sans me soucier de ce qu'on va dire de moi. Je vois le monde comme ça veut pas dire que le monde est comme ça, et comment est-ce que toi, tu vois le monde, du coup? Et c'est ça que j'ai envie de savoir, et donc c'est pour ça que je reprendrai tous les commentaires, je vais tous les lire, et donc j'écrirai la deuxième vidéo pour approfondir tout ça, avec vos avis, vos opinions, comment est-ce que vous voyez les choses. Voilà, je pense que j'ai été assez exhaustive. Merci beaucoup si t'es resté jusqu'ici, ça me fait très plaisir, donc très content. Et puis bah ça fera un abonnement 50, je te laisse régler par carte ou en espèces à la sortie. À la prochaine, pour la prochaine ouverture du bar. Et des bisous.